Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année 2020. Et je reprends notre conversation sur les noms et les classifications des cardiopathies congénitales en débutant par une citation de Jacques Prévert qui nous dit « Comme cela nous semblerait flou, inconsistant et inquiétant, une tête de vivant s'il n'y avait pas une tête de mort dedans ». J'évoquerai donc aujourd'hui l'idée de chimère, l'idée que ce qu'on voit n'est pas la réalité, et puis la logique floue, ou peut-être pas si floue que ça, pour essayer de comprendre un petit peu mieux la variabilité morphologique des malformations cardiaques et essayer de la comprendre un petit peu différemment. Je comprendrais tout à fait que certains d'entre vous ne s'intéressent pas du tout à cet aspect de la cardiologie congénitale, mais depuis plus de 30 ans que je fais ce métier, je pense que comprendre comment les choses se font, qu'il s'agisse de la morphologie, de la biologie moléculaire ou de la physiologie, est ce qui permet de soigner au mieux les patients, même si effectivement le parcours est un petit peu difficile ou si le parcours est un peu incertain. Fin 2020, j'avais discuté des formes et de leurs variations, et je vais continuer aujourd'hui avec des choses un petit peu différentes, mais qui auront tout de même toujours à voir à faire avec la forme, puisqu'on est dans le domaine de la morphogénèse. Je commence par cette image de la chimère, c'est-à-dire cet animal composé de différents êtres. Ici, le lion, la chèvre sauvage, le dragon, le serpent, qui va bientôt être terrassé par Bellérophon chevauchant Pégase, le cheval ailé. Et ce mélange contre nature, totalement inattendu, ne peut être qu'artificiel, et on verra qu'il a été utile à la compréhension d'un certain nombre de malformations cardiaques, et on verra aussi le fait de penser qu'il ne puisse pas exister est aussi en quelque sorte une limitation à la compréhension des malformations cardiaques. Cet animal curieux, qui vivait en Océanie, a été appelé loup de Tasmanie. Loup de Tasmanie, effectivement, c'est assez valable pour l'avant, puisqu'il ressemble à un chien ou à un chien-loup, mais il a été également nommé tigre de Tasmanie, puisque vous voyez que l'arrière de son corps peut effectivement ressembler à celui du félin. Et donc il y a déjà un aspect un petit peu chimérique du langage pour nommer cet animal, malheureusement aujourd'hui disparu. Alors pourquoi est-ce que je parle de cet animal? Ce n'est pas pour la chimère de langage entre loup et tigre, mais c'est parce que si cet animal ressemble à un malinois, qui est un mammifère, eh bien ce n'est pas du tout un mammifère. En fait, il appartient au genre des marsupiaux, et il est beaucoup plus proche du kangourou que du chien ou du loup ou du tigre. Et donc les marsupiaux et les mammifères ont divergé il y a bien longtemps, mais cependant le loup de Tasmanie a un certain nombre de caractéristiques très homologues à celles des mammifères chiens ou loups. Alors vous vous demandez où je veux en venir avec cette histoire de chimère? Eh bien c'est surtout pour discuter d'un sujet d'embryologie expérimentale qui a été inventé par deux grandes embryologistes, Nicole Le Douarin et Margaret Kirby, dont je vous montrerai un portrait après, et qui, dans les suites de l'observation des embryons par Aristote et puis des expériences d'embryologie expérimentale de Roux et Weissman, au début du XXe siècle ou fin du XIXe, je ne me souviens plus très bien, eh bien elles ont identifier le rôle des cellules de la crête neurale dans le développement de la région conotroncale du cœur par des expériences d'ablation et de construction de chimères caille et poulet permettant de suivre les cellules de caille dans le développement de l'embryon de poulet. Et dans cette aventure de la description du développement cardiaque, et en particulier de la contribution des cellules de la crête neurale rhombencéphalique au développement de la région dite conotroncale, eh bien, l'autre grande embryologiste est le professeur Margaret Kirby, et je vous conseille de lire son livre sur le développement cardiaque que vous voyez en arrière-plan de son portrait ici. Et donc vous voyez résumé sur cette diapositive la transplantation de cellules de caille dans un embryon de poulet, et sur l'image en bas à gauche, vous voyez un individu chimérique avec un poussin qui est un poulet et une aile colorée qui est une aile de caille. Et à partir de ce type de manipulation, on a pu
et en particulier dans les expériences de Madame Ledouarin et de Margaret Kirby, suivre le parcours des cellules de la crête neurale dans le développement cardiaque et en particulier leur participation à l'acceptation entre les deux vaisseaux et au développement des gros vaisseaux de la base, comme vous le voyez schématisé sur les deux images de droite. Cette aventure s'est poursuivie par l'analyse beaucoup plus précise du développement des arcs aortiques et de la contribution des cellules de la crête neurale à ceux-ci. Et vous voyez ici ce travail de Waldo sur l'acceptation entre les deux gros vaisseaux et le développement des vaisseaux de la base avec des schémas que, pour ceux qui ont suivi des cours d'embryologie cardiaque, vous reconnaissez très bien avec cette coloration des cellules de la crête neurale qui vient percoler, et on reviendra sur ce terme un petit peu plus tard, dans la région conotroncale pour participer au cloisonnement entre les gros vaisseaux et au développement harmonieux des arcs aortiques tels que nous les connaissons dans l'anatomie normale. Et donc ce sont les travaux de Nicole Ledouarin et de Margaret Kirby sur les chimères Caille-Poulet qui ont permis la description initiale de cette contribution de ce champ cardiaque particulier que sont les cellules de la crête neurale au développement de la voie d'éjection. Alors qu'est-ce que ça nous a appris, ces histoires de migration des cellules de la crête neurale? Et bien, ça nous a permis d'imaginer, enfin non seulement d'imaginer, mais de montrer que certaines malformations qui étaient anatomiquement différentes, comme celles qui sont représentées sur cette diapositive, avaient en commun une origine embryologique qui était identique, à savoir la perturbation de la migration des cellules de la crête neurale. Et que perturber la migration des cellules de la crête neurale donnait un éventail de malformations qui allait de l'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire et des différentes formes de tétralogie de Fallot jusqu'à l'interruption de la crosse aortique en passant par le tronc artériel commun ou certaines formes de ventricule droit à double issue. Et que tout ceci pouvait être en fait résumé comme une anomalie de l'acceptation de la région conotroncale qui pouvait être une anomalie avec un déplacement antérieur de cette septation réduisant la taille de l'artère pulmonaire ou un déplacement postérieur réduisant la taille de l'aorte ou bien une absence de septation comme dans le tronc artériel commun. Donc une anomalie limitée à une région du cœur avec une variation presque mathématique de -1 à +1 de la déviation antérieure ou postérieure du septum conal en passant par le 0 qui peut être le 0 du tronc artériel commun ou le 0 du cœur normal. Et donc c'est un groupe, on va dire, embryogénétique ou un groupe mécanistique de malformations cardiaques congénitales dont la forme globale est différente, qui ont en commun une anomalie d'une région particulière du cœur et un mécanisme embryologique soi-disant unique de développement qui serait la perturbation de l'acceptation de la région conotroncale. On va voir que tout ceci n'est peut-être pas aussi simple que cela, mais en tout cas, ça nous permet d'avancer. Alors, je vais faire une analogie avec l'histoire de l'homme. C'est peut-être un petit peu prétentieux pour parler des malformations cardiaques, mais en tout cas, je trouve que ça s'y prête assez bien, en particulier pour ce que je vais évoquer après. En effet, si on dit que des malformations ont comme origine un même mécanisme embryologique et qui, quand il est perturbé, va donner un éventail de formes différentes, on peut imaginer que le développement normal, c'est la normalité de ce mécanisme embryologique qui va aboutir à un cœur normal, de la même façon que sur ce vieux dépliant, The Early Man, on voit que depuis un singe, on va former un homme en passant par les différentes étapes comme l'épigénèse du développement. Et on pourrait comprendre les malformations comme des branches divergentes qui auraient ensuite abouti à différentes formes anatomiques de malformations. Et je vais vous montrer ça sur la diapositive suivante. Si on imagine le développement cardiaque normal comme devant aboutir systématiquement à Homo sapiens à partir de son ancêtre le plus lointain, et donc si on diverge de façon très précoce dans le programme, eh bien on va avoir un cœur très anormal. Et donc là, ce serait par exemple la divergence importante, mais on verra que ce n'est pas tout à fait vrai,
entre orang-outans et les humains, puisque le genre Pongo a divergé il y a plus de 14 ou 15 millions d'années du genre des hominidés. Et puis si ensuite on regarde les branches suivantes, en rose c'est le genre gorilla qui diverge le plus précocement, et puis ensuite le genre pan pour les chimpanzés et les bonobos qui divergent un peu après, puis ensuite les australopithèques, et au bout d'une branche des australopithèques, eh bien le genre homo. Et donc on pourrait imaginer que quand on n'arrive pas à exécuter en totalité le programme, eh bien on va avoir des individus ou des formes de cœur qui vont être de plus en plus éloignées, entre guillemets, de la forme finale qui serait le cœur normal, ou l'Homo sapiens ici. Et que ces branches elles-mêmes pourraient avoir des subdivisions qui seraient des variations, comme les paranthropes ont différentes espèces, comme les australopithèques ont également différentes espèces, dont certaines se sont totalement arrêtées, comme Ardipithecus, ou certaines branches du genre pan, comme Aurorine ou Sahelanthropus. Alors si on voit ces différentes branches, eh bien, ça ressemble quand même à un être humain, ou on va dire à un singe, ou en tout cas on se ressemble beaucoup. Il y a des divergences de forme, mais ça ressemble beaucoup, comme on pourrait l'imaginer pour un cœur normal. Alors c'est pas obligatoirement vrai que l'ontogénie et la phylogénie c'est la même chose, même c'est certainement faux, mais en tout cas il y a une véritable proximité de forme. Donc les malformations cardiaques, ça ressemble à un cœur normal avec un certain nombre de défauts, et éventuellement il y a des branches, si on prend par exemple la branche du paranthrope, qui peuvent se subdiviser après pour donner des sous-formes ou des formes dérivées de cette malformation. Et ça, c'est l'idée, par exemple, des cardiopathies conotroncales. Mais on va voir que ce n'est pas sans poser des problèmes, ou en tout cas qu'il peut y avoir, comme dans la phylogénie ici, de l'overlap, c'est-à-dire du chevauchement des différentes formes et des différents mécanismes qui conduisent aux malformations cardiaques, ce qui fait que définir des bords très précis pour les mettre dans des groupes parfaitement définis et dont les limites sont exactes, c'est une véritable difficulté, voire une impossibilité. Je vous montre ici des schémas qui sont extraits d'un article du groupe d'Adriana Gittenberger de Groot, qui dirigeait un laboratoire d'embryologie cardiaque très fameux à Leiden et qui nous a malheureusement quittés en 2020. Et vous voyez sur ce schéma qu'à partir de la boucle cardiaque faite, on va avoir différents événements qu'on enseigne dans l'embryologie cardiaque, la convergence entre le canal atrioventriculaire et la voie d'éjection, le wedging qui va encastrer la voie d'éjection jusqu'à la croix du cœur, en particulier avec la résorption du conus sous-aortique, la rotation du myocarde qui va positionner correctement l'aorte et l'interpulmonaire, la septation avec la contribution des cellules de la crête neurale et du second champ cardiaque. Tous ces mécanismes sont décrits de façon séparée, mais en fait ils sont intriqués les uns avec les autres, et il est fort improbable qu'on puisse totalement les séparer pour grouper les malformations cardiaques en fonction de leur mécanisme embryologique. Donc si on ne regarde qu'un seul mécanisme, effectivement, on va trouver totalement cohérent que la tétralogie de Fallot, le tronc artériel commun ou l'interruption de Cross appartiennent au groupe des cardiopathies conotroncales, mais on va ne voir qu'un petit bout de la malformation. Or, on sait que dans le tronc artériel commun, la tétralogie de Fallot, l'atrésie pulmonaire et communication interventriculaire, et bien évidemment dans des cardiopathies qui sont approchantes, comme le ventricule droit à double issue, il y a non seulement des anomalies de l'acceptation, mais il y a aussi des anomalies de la rotation de la région conotroncale. Et donc il faut prendre un petit peu de recul et accepter les chevauchements ou la coexistence des mécanismes à l'origine des malformations cardiaques, et l'idée que les groupes ne sont pas séparés de façon dogmatique, dirais-je. Alors cependant, il y a des moments où on retombe sur ses pieds et tout n'est pas totalement flou. Et effectivement, quand on regarde les communications interventriculaires dans les cardiopathies conotroncales, eh bien, ce sont des communications interventriculaires de la voie d'éjection, c'est-à-dire situées entre les deux bandes
du Y qu'on voit du côté du ventricule droit est schématisé en rouge ici, et on comprend bien que toute anomalie de positionnement du septum conal entre les deux branches du Y va donner ce type de communication interventriculaire. Donc on va dire c'est un invariant, même si on connaît des variations de morphologie de la taille des branches du Y dans ces cardiopathies. Et donc on trouve effectivement un certain nombre de choses qui sont constantes, qui viennent dire que le développement du septum conal et donc du cloisonnement de la région conotroncale est une constante dans les cardiopathies avec des CIV de la voie d'éjection. Toutes choses pouvant être totalement différentes par ailleurs, en particulier pour la morphologie des gros vaisseaux et leurs positions respectives. Donc j'insiste, la communication interventriculaire du tronc artériel commun et de la tétralogie de Fallot est la même. Cependant, si on regarde ces deux dessins, on voit que si on zoome sur la communication interventriculaire, on est d'accord que ces malformations se ressemblent, mais si on s'en éloigne, elles ne se ressemblent plus. Ce n'est donc qu'une partie de la forme qui les unit, le reste de la forme les fait différer, et puis après, la physiologie, la clinique les font différer d'autant plus. Et donc ce qui les réunit, c'est l'idée de leur origine commune ou de leur ancêtre commun, qui serait cette anomalie de migration des cellules de la crête neurale, entre autres. Alors voyons maintenant ce qui se passe avec ce groupe de malformations. On a zoomé sur la voie d'éjection, on reconnaît une communication interventriculaire, même si ce sont des schémas. Je vais vous dire qu'à chaque fois ce sont des communications interventriculaires de la voie d'éjection. Et on pourrait dire, comme ce sont des communications interventriculaires de la voie d'éjection, eh bien c'est tout pareil, c'est-à-dire c'est des anomalies de septation de la région conotroncale, essentiellement crête neurale ou second champ cardiaque, et donc toutes ces malformations appartiennent au même groupe. Cependant, si on pousse un petit peu plus loin et qu'on voit les choses sous un angle moléculaire, eh bien, on sait aujourd'hui que les microdélétions du chromosome 22 qui emportent le gène TBX1 vont produire des cardiopathies essentiellement conotroncales, et que le tronc artériel commun, la tétralogie de Fallot, certains ventricules droits à double issue font bien partie de ce groupe-là. Cependant, on ne retrouve quasiment jamais de transposition des gros vaisseaux, même avec des communications interventriculaires. Alors, quasiment jamais ou jamais, c'est bien difficile à dire. Mais en tout cas, on dit aujourd'hui que les transpositions des gros vaisseaux n'appartiennent pas au groupe des cardiopathies conotroncales. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui a des conséquences pratiques et qui n'est pas totalement admis et qui peut être éventuellement discuté, en tout cas classé, encore une fois, de façon aussi raide, est probablement faux. Avant de poursuivre sur le fait que certaines malformations peuvent appartenir à un groupe ou à un autre, ou procéder de mécanismes mélangés, on va dire, et que tout ça est un petit peu flou, je voudrais définir ce que c'est que l'homologie et l'homoplasie. Et donc on voit ça sur ces schémas, c'est des schémas d'arbres phylogéniques, et on voit que le caractère ancestral est en rouge, le caractère dérivé est en noir. Et donc l'homologie, quand on voit la branche dérivée avec l'innovation ou le caractère nouveau qui est en noir, eh bien les branches dérivées de ce caractère qui a été acquis, c'est également noir. Donc il y a une homologie. Et je vous donnerai deux exemples après de ce que ça signifie, homologie et homoplasie. Et pour l'homoplasie, eh bien on voit à nouveau qu'il y a une divergence, donc à gauche rouge-noir, et puis à partir de la branche qui a conservé le caractère ancestral, eh bien on voit qu'une des branches le conserve, elle reste en rouge, alors que l'autre acquiert un caractère nouveau noir après avoir initialement conservé le caractère ancestral, et donc homoplasique, et donc elle converge avec celle qui avait dérivé de façon plus ancienne. Et sur l'image totalement à droite, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire que la branche qui avait acquis un caractère nouveau en noir
retourne au caractère ancestral en rouge, et donc il y a une réversion qui fait qu'elle ressemble à un ancêtre plus lointain. Et ça, on appelle ça l'homoplasie. Et donc, si on veut parler d'homologie, eh bien, on va prendre par exemple le membre supérieur d'une grenouille, d'une chauve-souris, d'une mésange ou d'un poisson, et on va voir, et c'est ce qui est marqué avec le code couleur, qu'il y a des homologies entre les structures les plus proximales, donc l'omoplate ou la ceinture scapulaire, le membre supérieur avec ses trois segments, humérus, radius, cubitus, et puis ensuite la main et les doigts. Et donc ces homologies sont partagées par des espèces qui sont à l'évidence extrêmement éloignées les unes des autres. Ce qui correspondrait à l'homoplasie, eh bien, c'est l'acquisition du vol. Et vous voyez ici une chauve-souris, une chouette, une libellule et une raimanta, et on peut comprendre dans ces espèces que le mode de déplacement est le vol et qu'il a été acquis très longtemps après que ces espèces aient divergé dans leur genre spécifique, puisqu'il y a poissons, insectes, mammifères ou oiseaux. Et donc on appellerait ça l'homoplasie. Alors si on revient aux malformations cardiaques, vous voyez en haut à gauche une tétralogie de Fallot avec la bascule antérieure du septum conal indiquée par CS et la flèche jaune, et les deux vaisseaux de la base qui se croisent, l'artère pulmonaire en bleu et l'aorte en rouge, donc une anatomie vue du ventricule droit d'une tétralogie de Fallot. Et vous voyez à droite une transposition des gros vaisseaux avec les deux vaisseaux parallèles en discordance ventriculo-artérielle. Et puis au milieu, la transposition des gros vaisseaux avec une communication interventriculaire et une sténose pulmonaire, et où il y a des caractéristiques, on va dire, des deux. Donc la question, c'est de savoir s'il s'agit de cardiopathies qui appartiennent à des branches différentes. L'une qui serait pour la tétralogie de Fallot liée aux anomalies de l'acceptation de la région conotroncale, et puis de l'autre côté, le groupe détransposition des gros vaisseaux, qui serait, on pourra en discuter à un autre moment, un défaut segmentaire de latéralité, et qu'il y aurait en quelque sorte une anomalie partagée qui serait plutôt de l'homoplasie, qui serait cette anomalie d'acceptation qui va produire la transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose pulmonaire, qui ressemble un peu à la tétralogie de Fallot, mais qui n'en est pas une. On pourrait dire aussi que la transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et sténose pulmonaire, c'est à la fois un défaut segmentaire de latéralité et une anomalie d'acceptation de la région conotroncale, et que éventuellement les mécanismes que sont le wedging et l'encastrement et l'acceptation de la région conotroncale sont tous deux perturbés dans cette malformation parce qu'ils interagissent l'un avec l'autre, et donc c'est une cardiopathie qui est sur le bord un peu flou entre les défauts segmentaires de latéralité limités à la voie d'éjection du cœur et les cardiopathies conotroncales. On peut décliner ça avec d'autres malformations, par exemple avec à gauche une transposition des gros vaisseaux avec communication interventriculaire et une bascule du septum conal, cette fois-ci sous l'aorte. Alors est-ce que ça ressemble à une tétralogie de Fallot, sauf que les vaisseaux ne sont pas dans le bon sens, et c'est pas une sténose pulmonaire? Est-ce que ça ressemble à une interruption de Cross? Mais là aussi, les vaisseaux ne sont pas dans le bon sens. Et puis à droite, un ventricule droit à double issue avec une sténose sous-pulmonaire. Est-ce que c'est une tétralogie de Fallot, ou est-ce que le fait que les vaisseaux soient parallèles le rapproche de la transposition des gros vaisseaux, parce que le wedging et la rotation des vaisseaux de la base ne s'est pas fait? Ou est-ce que c'est à la fois ou en même temps très à la mode aujourd'hui? On pourrait continuer comme ça avec à gauche un ventricule droit à double issue avec une sténose sous-aortique et une communication interventriculaire sous-pulmonaire, des vaisseaux qui sont parallèles. Est-ce que c'est une forme de tétralogie de Fallot puisque la bascule du septum conal est en avant? Ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de transposition des gros vaisseaux, ou les deux en même temps? Et puis à droite, pareil, il y a une CIV de la voie d'éjection qui cette fois-ci est sous-pulmonaire avec des vaisseaux qui sont transposés
Et donc même genre de réflexion, c'est toujours la même chose. Et donc il y a très certainement des chevauchements des groupes, c'est difficile de les classer, les limites sont floues, je ne dis pas qu'elles sont incertaines, je dis qu'elles sont floues, chevauchantes, parce qu'il y a des interactions fortes entre les mécanismes de développement, et j'ai pris ici uniquement l'exemple de la voie d'éjection, mais on pourrait le prendre pour bien d'autres malformations. En tout cas, c'est une des façons de les appréhender. On verra aussi que c'est une des façons de comprendre la diversité phénotypique pour un même mécanisme embryologique. J'avais intitulé cette vidéo « La logique floue ou pas », et vous vous souvenez peut-être de la citation de Jacques Prévert. Et donc on voit ce que c'est ici que la logique floue. La logique floue, c'est un peu l'eau tiède. Lily Prune inventa l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède chaude, l'eau tiède un peu chaude, l'eau tiède froide, l'eau tiède un peu froide et l'eau tiède tiède, pour prendre des bains à différentes températures. Ce sont les petites histoires de Claude Ponty. Et effectivement, la définition de l'eau tiède, pour celui qui l'a inventée, était un peu floue. Alors vous vous souvenez peut-être aussi de la parabole de l'éléphant. On a vu que regarder les choses par les petits bouts, c'était ne pas voir le tout. On a vu ici que les petits bouts, c'était important. Par exemple, la constance de la position de la communication interventriculaire dans les cardiopathies conotroncales, et que pour aborder les situations complexes, eh bien, il fallait parfois utiliser des approches comme celle qui est décrite ici, c'est-à-dire par certains côtés c'est ou ce n'est pas, c'est et ce n'est pas, c'est indescriptible. On verra si c'est possible d'aller vers cette idée-là de l'indescriptibilité. C'est et c'est indescriptible, ce n'est pas et c'est indescriptible, c'est, ce n'est pas et c'est indescriptible. Et donc tout ça peut être extrêmement flou, mais en tout cas ça embrasse assez bien l'idée que des malformations cardiaques peuvent appartenir à des groupes différents, ou en tout cas qu'il y a une sorte de continuum entre les malformations cardiaques, les unes avec les autres, avec des branches qui ont peut-être divergé à certains moments et qui peuvent ensuite converger à nouveau par un système qu'on pourrait appeler de l'homoplasie, ou par l'intrication des mécanismes embryonnaires ou embryologiques à leur origine, et qu'on peut tenter d'expliquer une partie de la diversité des malformations cardiaques par ce genre de mécanisme. Et si on reste sur cette idée, si tous les mécanismes sont imbriqués, effectivement c'est un pas vers la compréhension de la diversité des malformations. On essaiera d'en discuter avec des malformations peut-être un petit peu plus compliquées, comme les cardiopathies univentriculaires. Et l'idée, ici, elle est, on va dire, assez simpliste. J'ai mis 4 mécanismes: le second champ cardiaque, SHF, les cellules de la crête neurale, NCC, l'encastrement, le wedging et la convergence. Et l'idée, c'est pas de dire que leur valeur est 0 ou 1, mais qu'ils varient, chacun de 0 à 1. Et s'ils interagissent les uns avec les autres, eh bien, leur variation de 0 à 1, le dosage de l'anomalie, entre guillemets, qui pourrait correspondre à du dosage génique, on viendra sur cette idée-là, eh bien, va créer cette variabilité infinie des malformations cardiaques, à la fois sur le plan anatomique, et si elle varie sur le plan anatomique, ceci va avoir des conséquences physiologiques sur, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, la croissance des structures d'amont ou d'aval, et ajouter encore à la variabilité phénotypique qu'on observe dans les malformations cardiaques, qu'on essaye de nommer, cependant, malgré cette immense variabilité qui rend l'apprentissage de cette spécialité un peu complexe.